Là, je parle ici afin que les téléspectateurs sachent un peu de quoi s'agit-il. Maître Kalina, porte-parole du barreau de Pointe-Noire. Vous êtes le porte-parole. Bon, nous, ce qui nous amène à votre cabinet ici, parce que pour, n'est-ce pas, édifier nos téléspectateurs, nous sommes bien dans le cabinet du Maître Kalina, qui est porte-parole au barreau de Pointe-Noire. Donc, ce qui nous a dit là, de votre collègue qui est en détention provisoire a détourné une somme de près de 258 millions pour l'achat d'une parcelle au plaid de M. Moudjou. Que dites-vous à ce sujet? De quoi s'agit-il réellement, vous qui êtes plus technicien de droit, parce que nous ne voulons pas rendre quelque chose qui sera peut-être déformé. Bon, écoutez, je confirme déjà que je suis Maître Kalina, membre du conseil du barreau de Pointe-Noire, et je suis chargé de la communication, des relations publiques, et je suis le porte-parole du barreau. À ce titre, justement, vous avez sollicité un entretien avec le bâtonnier pour pouvoir évoquer cette douloureuse affaire qui touche le barreau de Pointe-Noire, et nous vous avons indiqué que le bâtonnier était la personne qui pouvait répondre, mais sauf qu'elle a été empêchée compte tenu de ce que nous avons une consoeur qui a perdu son mari et que une bonne partie de notre barreau a dû se déplacer pour Tolifi et assister aux obsèques. C'est pourquoi, en ma qualité de porte-parole, je vais donc répondre à cette question, parce qu'effectivement, les justiciables ont besoin de comprendre comment un avocat peut-il se retrouver de l'autre côté. Pour le moment, il s'agit d'une procédure qui a été ouverte à l'encontre d'un confrère pour avoir prétendument détourné la somme retenue par devers lui et utilisée à des fins étrangères à celles pour lesquelles les fonds lui avaient été confiés, la somme de 258 millions. La procédure suit son cours. Le juge qui est saisi est encore en cours d'instruction. L'instruction est encore en cours. Et donc, nous n'en savons pas plus. Nous attendons donc les décisions qui vont être rendues. Et à ce moment-là, nous serons en mesure de vous parler de ce dossier. En l'état, il est difficile de parler d'un dossier qui est encore en cours, compte tenu du principe sacré de la présomption d'innocence qui doit prévaloir jusqu'à ce que une décision soit rendue. Donc, aujourd'hui, concernant ce dossier, des faits extrêmement graves sont reprochés à un confrère pour permettre à l'enquête de se faire dans des conditions normales et pour éviter le cas échéant qu'il y ait des concertations frauduleuses entre les différentes personnes impliquées dans cette affaire, ou pour éviter la disparition de certains éléments matériels ou preuves, le juge a estimé nécessaire qu'il devait restreindre la liberté de notre confrère pour les besoins de l'enquête. Il ne s'agit pas d'une peine, il s'agit d'une mesure qui a été prise pour permettre à l'enquête de se tenir normalement. Voilà ce qu'on peut dire de ce dossier en l'état actuel. Mais votre collègue qui assurait la partie de la défense a bien demandé une mise en liberté. Vous venez de dire qu'il n'y avait pas encore de peine, mais pour quelle raison sollicitait-il une mise en liberté provisoire pour ce qui concerne votre collègue? Provisoires ne sont plus réunis. Parce que pour qu'il y ait détention provisoire, la détention provisoire intervient dans le cadre de l'enquête, avant que la juridiction saisie n'ait rendu sa décision. Dans cette phase, avant et pendant le procès, on est en détention provisoire, c'est-à-dire une restriction de liberté dans l'attente de la décision qui va être rendue par le tribunal. Mais lorsque vous constatez que les conditions ne sont pas réunies, vous demandez quoi?
une mise en liberté provisoire. Dans ce cas précis, les conditions pour une détention provisoire sont lesquelles? Je vous ai dit qu'il faut qu'il y ait un risque de trouble à l'ordre public, il faut qu'il y ait un risque de pression sur les témoins, il faut qu'il y ait un risque de pression sur les témoins et de disparition, le cas échéant, des éléments de preuve. Il faut donc qu'il y ait un risque pour la manifestation de la vérité. Et dans ces conditions, le juge d'instruction estime que on restreint la liberté de l'acteur ou des acteurs qu'on estime impliqués dans l'affaire en attendant que le juge se prononce. Lorsque, comme c'est le cas de notre confrère, le juge d'instruction a déjà envoyé le dossier devant la juridiction de jugement, ou lorsqu'il s'agit d'une procédure de flagrance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'instruction parce que les faits sont tellement clairs qu'on passe directement à la phase de jugement. Tant qu'il n'y a pas eu de décision, on est toujours dans la phase de détention provisoire. Et quand il y a détention provisoire, pour demander la liberté, on l'a fait par le biais d'une demande de mise en liberté. Donc il n'y a absolument rien d'anormal, il n'y a absolument pas encore un signe de culpabilité là, par le simple fait qu'on ait sollicité une demande de liberté provisoire. Le barreau de Pointe-Noire, on a connu le même cas, c'est le même Diego, et aujourd'hui on voit presque le cas. Vous ne trouvez pas qu'il y a aussi problème au niveau des barreaux de Pointe-Noire? Est-ce qu'on n'arriverait pas à un deuxième, troisième, quatrième comme ça? Il y a eu un premier cas, il y a eu un deuxième cas. Le barreau, dans sa forme actuelle, existe au moins depuis 1992 sous les textes que nous connaissons. Donc ça fait plus de 20 ans. Le barreau en soi, tel que nous le connaissons, les avocats existent depuis 1960. À Pointe-Noire, combien de cas a-t-on enregistré depuis 1960? 60, 2013, ça fait quand même plus de 63 ans. Plus de 60, 2013, ça fait plus de 53 ans, on va dire. Combien de cas a-t-on enregistré d'avocats qui se sont retrouvés dans les jaunes? 2. Oui, mais parce que... Deux dans un. Et dans un, oui, n'est même pas encore jugé. Et l'autre fait l'objet d'un recours en cassation. Donc, on a 2 cas. 2 cas plus ou moins avérés. En 60 ans, en près de 60 ans. Vous ne trouvez pas que ce serait exagéré de dire qu'il y a une dérive au barreau? parce que, maître, il y a des cas qui sont isolés, qu'on n'arrive pas à faire notre téléspectateur. Non, mais qui subissent effectivement des abus des avocats. Nous avons des procédures qui existent. Lorsque vous estimez qu'un avocat n'a pas fait son travail correctement, vous avez 2 voies. Vous saisissez d'abord le bâtonnier de l'ordre des avocats qui instruit votre plainte et le cas échéant renvoie le confrère devant le conseil de discipline. Le barreau statuant en matière disciplinaire. Vous avez la possibilité également de saisir les juridictions de droit commun. S'il y a des infractions qui sont établies, les personnes seront, le cas échéant, condamnées. Il n'y a pas une espèce de protection ou de volonté de protéger les avocats, comme vous le dites. Ce dont vous avez parlé et qui ont fait l'objet des premières procédures dont vous parlez étaient des personnes qui occupaient des fonctions éminentes dans notre profession. Cela n'a pas empêché la justice de passer. Donc aujourd'hui, quand vous me dites qu'il y a des cas isolés ou il y a des cas qui ne sont pas connus, ce n'est pas vrai à notre niveau. Tous les cas que nous recevons, nous les traitons. Et si nous les traitons mal, ils sont orientés devant les juridictions de droit commun. Nous profitons de votre expérience, maître, parce que vous parlez là, vous parlez bien de votre corporation, mais du parti adverse, sur un dossier où ils doivent chercher peut-être de régler amiable et tout cela. 2 avocats, donc des 2 parties. Mais si une histoire comme ça n'arrive pas
a avancé, et nous prenons le législation depuis 2008, dans le cadre du cycle, de 2008 à aujourd'hui, c'est comme si une histoire s'était éteinte avec il s'agit d'une propriété. De quel dossier? D'une propriété, d'un règlement de propriété. De quel dossier vous parlez? Je prends un exemple sur un dossier. Non, soyons précis. Oui. Vous m'interrogez sur le cas d'un confrère qui est en difficulté. Vous évoquez un cas qui est passé pour dire qu'il y a peut-être une dérive au sein de la profession. Je vous réponds en vous disant qu'en 60 ans, nous avons eu une condamnation à Pointe-Noire et celle-ci, c'est un dossier qui est encore en cours d'instruction et qui n'est pas jugé. Et donc en 60 ans, quand vous avez deux cas, pour ne pas dire un cas, vous ne pouvez pas dire qu'il y a une dérive au sein de la profession. Vous me dites qu'il y a peut-être des cas que nous ne connaissons pas. Bien sûr. Je vous dis, les cas que nous ne connaissons pas, pour nous, ce ne sont pas des cas que nous allons venir évoquer ici. Si le cas est avéré, il fait l'objet d'une procédure disciplinaire ou d'une procédure. Et je vous ai dit comment on suit ces procédures-là. Donc maintenant, vous êtes en train de me parler d'un cas que je ne maîtrise pas, où vous me dites des avocats se seraient entendus depuis 2008. Ce n'est pas précis ce que vous me dites. Dites-moi, il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Intel, qui a pris tel avocat ou tel avocat, et le dossier a été introduit à telle date, et il n'aboutit pas. Et je vous poserai la question alors à ce moment-là, ah oui, s'il y a ce cas-là, est-ce que le bâtonnier a été saisi? Si le bâtonnier n'a pas été saisi, ça veut dire que pour nous, le cas ne pose pas de problème et qu'il s'agit d'un problème qui est pendant devant la justice. Voilà ce que je peux vous dire. Chaque fois que vous avez un cas de dysfonction, il y a des procédures appropriées. Procédures disciplinaires et procédures de droit commun. Si vous estimez que la voie disciplinaire n'est pas satisfaisante, vous avez la possibilité et la latitude de saisir le juge de droit commun. Parce que l'avocat, tout avocat qu'il soit, est aussi un justiciable. Pour le reste, j'observe que malgré tout ce qu'on peut dire des avocats, en 60 ans, depuis que le barreau de Pointe-Noire existe, il y a eu une seule condamnation. Deux condamnations. Donc on ne peut pas dire qu'en 60 ans, les avocats sont devenus... Et pourtant, en 60 ans, les avocats ont brassé d'énormes sommes d'argent, puisque la plupart des transactions qui se font ici sont passées par les avocats. Ça veut dire que les avocats ont été, je ne dirais pas relativement corrects. Ça veut dire que les cas que nous observons là, ce sont des cas marginaux, mais qui sont traités comme tels avec la sévérité qui se doit. Voilà ce qu'on peut dire sur ces situations. Maintenant, nous observons aussi que notre système a des faiblesses. Il a des faiblesses qui permettent ce genre de dérive. Et nous sommes en train de réfléchir sur la mise en place de mécanismes qui devraient protéger les justiciables contre ces dérives en matière de maniement de fonds. Vous pouvez nous énumérer les faiblesses que vous constatez? Mais les faiblesses que nous constatons sont des faiblesses qui ont été observées ailleurs et qui ont été réglées ailleurs. Par expérience, avant d'arriver au barreau de Pointe-Noire, j'ai été au barreau de Grenoble en France. Et en France, à un moment donné, avant les années, on était dans les années 50, il n'y avait pas de mécanisme approprié de maniement des fonds. Et effectivement, on observait à cette époque-là aussi des petites dérives de ce genre. Les tentations ne peuvent pas manquer, les faiblesses ne peuvent pas manquer. Et ils ont mis en place un mécanisme, notamment avec ce qu'on appelle la CARPA, la Caisse autonome des règlements pécuniaires entre avocats. Ça veut dire que c'est une caisse, c'est un compte qui est pris par l'ordre des avocats, à l'intérieur duquel chaque avocat a un compte. Et chaque justiciable a un sous-compte à l'intérieur du compte de son avocat. Donc quand de l'argent arrive, on doit dire il va pour quel sous-compte. Et pour sortir de l'argent sur un sous-compte, il faut l'accord du justiciable. Et il faut aussi la validation du bâtonnier qui vérifie que le justiciable pour qui on a versé cet argent-là est bien d'accord pour que ces fonds soient sortis
ou soit affectés à telle ou telle autre destination. Le Burkina Faso est passé par là. Ils ont mis en place une CARPA. Je suis allé au Sénégal au mois de juillet où j'ai rencontré le garde des Sceaux du Sénégal qui m'a indiqué qu'il avait le même problème et qu'il réfléchissait sur la mise en place justement d'un mécanisme de banniment des fonds au Sénégal